Bienvenue dans cette présentation de la solution Storyline 3. Alors, une fois que vous avez installé le logiciel et ouvert ce dernier, vous arrivez sur ce premier écran. Depuis cet écran, vous retrouverez sur la partie de gauche les derniers projets que vous avez ouverts et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, soit créer un nouveau projet, enregistrer l'écran, tout simplement faire de la capture d'écran pour créer du didacticiel, ou éventuellement importer des éléments existants, tels que des PowerPoint, et éventuellement d'autres réalisations faites depuis d'autres outils d'Articulate comme Quizmaker, Engage, ou éventuellement depuis des modèles Storyline que vous auriez pu récupérer sur le club utilisateur de Storyline et notamment sur le blog. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est bien de créer un nouveau projet. Alors, lorsque l'on clique sur cette fonction nouveau projet, l'outil génère en local un support en quelque sorte où on va retrouver donc un premier onglet qu'on appelle la Story View. C'est ici que l'on va retrouver l'ensemble des diapositives puisque c'est leur nom. Comme sur PowerPoint, vous allez retrouver quelques similitudes avec l'interface d'un outil tel que PowerPoint. Donc du coup, on retrouve dans cette Story View l'ensemble de nos diapositives. Alors, les diapositives peuvent être rangées par ce que l'on appelle des scènes. Donc, voyez peut-être la notion de scène comme des chapitres. Ça peut être une façon de voir les choses. Donc, dans chacune de mes scènes, nous allons pouvoir ajouter à un moment donné des diapositives à partir de modèles existants, des modèles basiques éventuellement, des questions notées, des questions éventuellement d'enquête, etc. Donc on retrouve l'ensemble de nos différentes activités ici. Alors, je vais créer une page, encore une fois vide. Donc vous voyez comme ceci, mes diapositives se construisent les unes à la suite des autres dans une seule et même scène. Et c'est ici que je vais pouvoir spécifier via le bouton scène de démarrage quelle est ma scène de départ. Donc, est-ce que je commencerai par la scène 1 ou plutôt par la scène 2 et auquel cas cette scène 2 va passer du coup à gauche puisque nous sommes sur une lecture de gauche à droite. Donc, voici comment ça fonctionne. Ensuite, côté du ruban et notamment des onglets ici, donc on va retrouver donc les fonctions de fichiers qui permettent d'ouvrir, d'importer, d'exporter, d'enregistrer sous des éléments. La barre d'accueil, on retrouve nos éléments ici. Insertion qui va nous permettre dans une diapositive d'insérer des éléments. Donc on va rentrer dans une diapo par un double clic. Donc vous voyez qu'un nouvel onglet apparaît. Et à partir de là, on va pouvoir ajouter ce qu'on va appeler des calques. Je vais vous en reparler. Convertir, format libre également, je vous en reparlerai. Donc zoomer sur la zone bien entendu. Importer des personnages. Donc dans l'outil, il y a un certain nombre de personnages à disposition. Donc vous pouvez sélectionner un personnage. Ensuite, trouver une expression à ce personnage, et enfin, potentiellement, une attitude associée, par exemple comme celle-ci. Et ensuite, pourquoi pas, la position, gauche, droite, devant, éventuellement. Donc là, elle est un petit peu décalée, 3/4, et donc du coup, on vient positionner notre personnage. Possibilité également d'y associer un côté, donc ça c'est la notion de perspective. Toujours dans les fonctions d'insertion, on va pouvoir importer des images, des objets, des légendes également, des vidéos, de l'audio, des objets web, très souvent ce sont des objets flash, donc on vous invite à ne peu voire pas les utiliser, des zones de texte, des tableaux, des liens hypertextes, et ici des éléments un peu plus complets par rapport à du statique comme on pourrait l'avoir précédemment, on va pouvoir ajouter des boutons. Donc si j'ajoute un bouton ici, par exemple, ce bouton, allez à la diapo suivante. Ce bouton qui du coup, ici à cet état-là, on pourra mettre un effet de rendu plus sympathique, on va le déplacer. On voit ici sur une notion à droite qu'on appelle les déclencheurs, la possibilité de définir une action finalement pour ce bouton. Et donc le déclencheur, je pourrais dire que quand je vais cliquer au final sur ce bouton, on va aller à une diapositive particulière, la suivante, qui est la 1.2, voire la spécifier directement. Donc, soit je prends l'option aller à la diapo suivante ou diapo précédente, soit du coup je sélectionne spécifiquement la diapositive que je veux aller voir. Quand quand l'utilisateur clique ou double-clique, ou voilà, on a plusieurs options à disposition. On va faire les choses simples. Et ici,
Sur quel objet? Bien entendu, c'était mon bouton, donc je valide. Donc là, le principe, c'est en cliquant sur ce bouton-là, et bien du coup, je devrais arriver à la diapo suivante. Donc là, on peut continuer dans les éléments que l'on intègre. Parmi ces éléments, je vais aller chercher peut-être cette fois-ci, allez, toujours notre personnage, dans une autre position en termes d'expression, peut-être soucieuse, et en termes d'attitude, comme celle-ci. Voilà. Donc là, on a notre personnage qui vient d'apparaître. Alors, insertion, peut-être des petites bulles, également. Voilà, on va retrouver ensuite toutes les fonctions de format qui vont permettre, comme dans PowerPoint, eh bien de faire des effets de rotation plutôt de miroir, comme ceci. Là, mes petites bulles, je pourrais venir les mettre ici, et puis des bulles peut-être plus côté un petit peu plus gris, voire remplissage. Hop, on va faire du blanc, et en termes de contour, quelque chose qui sera plutôt sur du gris. Voilà. Et là, c'est plus... Hop là. Comment faire? 3 petits points. Donc là, voilà, on voit que la personne se pose la question, se dit, bah zut, moi je ne sais plus comment faire, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc on va voir également qu'en termes de format, si je retourne dans Accueil, je vais retrouver, comme dans similitude avec PowerPoint, bien entendu, et bien pouvoir sélectionner finalement des polices associées à l'ensemble de mes textes. J'avais pris qu'une portion de texte, je vais prendre l'intégralité du texte. On va chercher du articulate, pourquoi pas plutôt extra bold, et puis en termes de couleur, on va prendre quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus atténué. Voilà, comme ceci. Donc, on a normalement notre diapositive ici. Si je vais cliquer sur le bouton, on verra apparaître cet élément-là. Alors, ce qui serait sympathique, c'est sur le premier écran. On a en effet le personnage qui arrive, mais on a le bouton qui est là de suite. Et en bas, on a en fait ce qu'on appelle la barre de chronologie. Cette barre de chronologie, on va pouvoir dire, eh bien, on va faire apparaître, finalement, après 1 seconde, le bouton diapo. Et il va rester là jusqu'à la fin de ma diapositive. Par défaut, mes diapos durent 5 secondes. De même, je pourrais en faire autant avec, du coup, ma bulle. Le personnage arrive. Et je pourrais rajouter des effets que vous connaissez certainement si vous utilisez aussi PowerPoint. Eh bien, c'est dans les fonctions donc d'animation, où là, on va pouvoir ajouter des effets d'animation sur notre personnage. Donc, on a des fonctions, notamment de pinceau, qui permettent de récupérer des animations déjà faites. Mais là, du coup, si je veux rajouter une animation en entrée, eh bien, je vais pouvoir dire, voilà, je veux estomper. Donc, sur un délai de 75 millisecondes, pardon, mon personnage qui s'appelle Carmen va apparaître sur un effet de fondu. Donc, testons notre projet. Alors, pour le tester, vous voyez que le bouton aperçu est présent aussi bien dans l'onglet insertion, diapositive, création, transition, animation, affichage que aide. C'est-à-dire que sur tous les écrans, je vais pouvoir tester finalement soit ma diapositive, c'est-à-dire que cet écran, donc ce qui veut dire que les fonctions de bouton, survol, quoi que ce soit, ça, bien sûr, ça va fonctionner, mais par contre, si je clique sur le bouton, eh bien, je ne pourrai pas aller plus loin. Ou alors, je teste la scène, c'est-à-dire l'ensemble de mes diapositives à l'intérieur de ma scène. Donc, je vais tester cette scène, qui est la scène 1, où on aura surtout nos 2 premiers écrans. Donc là, l'outil génère ce qu'on va appeler l'export, et l'export par défaut en format PC. Mais vous verrez qu'on peut jouer et le tester du coup sur différents formats. Donc, notre contenu, vous le voyez ici, effet d'apparition du bouton, il arrive après 1 seconde. On retrouve le titre de nos diapositives, on retrouve ici notre contenu, donc il y a ce qu'on appelle un player dans l'outil, que l'on va pouvoir activer, désactiver et personnaliser en termes de rendu graphique, de code couleur. Vous pouvez aussi ne pas du tout l'utiliser, et à ce moment-là, c'est à vous de créer vos boutons précédents, boutons suite, et de construire potentiellement également votre menu. Alors, si je venais cliquer sur aller à la diapo suivante, eh bien, on voit que du coup, on arrive bien à la 2e diapositive avec notre personnage. J'aurais pu tester une vue plutôt
tablette, eh bien voici le rendu de mon contenu si je le jouais sur une tablette. J'ai la possibilité de revenir à la diapo précédente. Si je venais cliquer sur aller à la diapo suivante, hop, voici le rendu. Également sur un smartphone, le rendu de celle-ci, page précédente. Hop, je clique sur la diapo et voilà. Donc on a la possibilité comme ceci à chaque fois de tester. Je ferme pour revenir en mode créateur et à ce moment-là vous parlez d'autres éléments. Donc on a rapidement parlé de la partie chronologie. Il y a également une partie qu'on appelle état. Alors cette partie état, c'est pour chaque élément, chaque objet, je vais avoir potentiellement des états différents. J'ai l'état si mon bouton est normal. Si je passe au survol, voici la différence. Donc vous allez voir que c'est le côté ombré qui change. Pareil, si je clique, eh bien il y a un petit liseré blanc qui apparaît. S'il a déjà été visité, à ce moment-là, je pourrais dire, bah non, je veux modifier son état. Donc, pour le faire, on vient simplement dire modifier les états. Je viens sur l'état que j'ai envie de modifier. Et à ce moment-là, sur cet état-là, je vais pouvoir eh bien, changer ce dernier. Donc vous voyez que désormais, si j'arrête la modification d'état, si je vais cliquer sur tester ma scène, alors on va se mettre en PC, c'est toujours plus agréable, je vais cliquer sur aller à la diapo suivante, je reviens et vous voyez que désormais mon bouton est bien rouge. Pourquoi? Parce que je suis déjà allé visiter cette page-là, et donc c'est l'état que j'avais choisi, la couleur en plus que j'avais choisi, pour un bouton avec le lien visiter. Voilà. Donc les notions d'état, et après possibilité aussi d'ajouter des commentaires sur chacune de nos diapositives, mais ça vous connaissez aussi sur PowerPoint aujourd'hui. Donc, la chronologie, possibilité d'ajouter des éléments, les déclencheurs, c'est aussi une chose qui est assez puissante, et on pourrait, plutôt que d'aller à la diapo suivante, eh bien on aurait pu aussi utiliser, et je vous ai dit qu'on en parlerait, aller sur ce qu'on appelle les calques. Alors je viens ici volontairement dans Insertion, Calque. Vous voyez que ça vient ajouter ici un calque. Alors un calque, voyez ça comme un millefeuille, ou comme la manière dont on concevait jadis les dessins animés, c'était un ensemble de transparents les uns par-dessus les autres, et donc du coup qui construisaient comme ceci nos animations. Donc là, voyez ça exactement de la même manière, soit avec des transparents, soit finalement avec des feuilles blanches. Vous voyez par exemple les livres où vous faites des petits dessins, et puis vous le passez très très vite, et en le passant très très vite, ça anime l'ensemble de votre contenu. C'est exactement le même principe, si vous avez réussi à avoir l'image que je voulais vous donner dans l'esprit. Donc, ici, je vais rajouter sur ce nouveau calque, eh bien, un élément. Alors, on pourrait mettre, je laisse un libre cours à votre imagination, mais là, je viens, moi, simplement prendre un élément. Allez, on va le mettre en rouge, parce que c'est assez habituel de mettre des éléments comme ceci en rouge. Donc là, on a un gros attention qui apparaît, ou interdiction. Et on pourrait y associer également une zone de texte, avec lorem ipsum, etc., etc., etc. Donc là, on vient saisir une quantité assez importante de texte. Et donc, on pourrait dire que finalement, lorsque je me mets sur mon calque, ce qu'on appelle de base, cliquer sur cette diapo, eh bien, enfin sur ce bouton, pardon, je ne vais pas aller à la diapositive précédente ou quoi que ce soit, non, on va surtout afficher le calque qui s'appelle calque sans titre, puisque je ne l'ai pas renommé. Donc ça fait partie des points très importants, c'est de toujours renommer vos objets, parce qu'un bouton 1 c'est bien gentil, mais si vous en avez 30 sur le même écran, ça va être compliqué de retrouver du coup la fonctionnalité de ce bouton là. Donc là il va plus s'appeler à la diapo suivante, mais afficher le calque. On aurait pu garder les deux, afficher le calque. Et donc, on va volontairement rester comme ceci, et là on va tester que la diapo. Donc quand je teste la diapositive, je teste aussi l'ensemble des calques qu'il y a sur cette diapo. On voit apparaître le bouton. Si je vais cliquer sur le bouton, vous voyez apparaître eh bien, mes éléments. Et là, mon calque il est transparent. Ça veut dire que je récupère en affichage tout ce qu'il y avait derrière. Donc, mon personnage et mon bouton. Je vais repasser en mode auteur pour, du coup, vous aller sur la petite option ici, hop là, pardon, qui est modifier les propriétés du calque sélectionné.
Et à partir de là, je vais pouvoir dire, est-ce que je veux masquer les autres calques de diapositive? Donc ça, oui, pas de souci. Mais est-ce que je veux aussi masquer les objets du calque de base? À savoir, calque de base, c'est celui-ci. Et vous venez de le voir, ils viennent de disparaître. Donc, ça vous permet, eh bien, d'avoir, exemple, cas particulier, je veux en savoir plus, eh bien, en cliquant sur ce bouton, hop, ça vient masquer le calque précédent. Donc, du coup, je profite de l'interface complète. Et, hop, je pourrais très bien ensuite rajouter un... Alors, on pourrait aller chercher un petit bouton, mais moi, je vais aller... Ah bah si, on pourrait chercher une image. Je pense que j'en ai sur des projets plutôt récents. On va faire un affichage, hop, par détail. Et on va faire un... C'était pas le bac, c'est plutôt... Quantité importante d'images ici. Close, 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 close. Est-ce que j'en ai un ici? Close, close round. Voilà. C'est ce genre de bouton que je voulais. Donc là, je lui mets pas d'état particulier, mais on pourrait très bien avoir un déclencheur au clic sur ce bouton-là. Eh bien, je vais masquer le calque qui est, pardon, ce calque-là, quand l'utilisateur clique dessus. Sur quoi? Sur cette fameuse image. Je valide. Et là, maintenant, on va pouvoir tester de nouveau notre diapositive. Le bouton est par là. Hop. Donc, le bouton apparaît, afficher le calque, parfait. Et je vais pouvoir venir ici, cliquer pour masquer. Et donc, on voit que l'état, on repasse. Donc, on vient de créer quelque chose de très simple, hein, en termes d'outils, mais ça fonctionne et ça vous permet déjà d'avancer. Si vous utilisez, vous téléchargez la version d'évaluation donc de Storyline, eh bien vous allez pouvoir jouer avec, enfin voilà, commencer à produire un petit peu des éléments. Donc voici la notion déclencheur, la notion de calque, la partie chronologie. Donc on pourrait y associer également de l'audio. On a vu rapidement donc la partie insertion. Diapositive, je vais y revenir. Partie création, donc ça c'est comme dans PowerPoint, on peut modifier le fond, en fait les codes couleurs, etc. Des effets de transition entre chacune des diapositives, c'est comme dans PowerPoint, donc vous pouvez les intégrer, en sachant que comme dans PowerPoint, je sélectionne ma diapo, si j'intègre une transition, la transition se met avant ma diapositive, d'accord? Donc si je veux une entre la 1.1 et la 1.2, il faut que je me mette sur la 1.2 pour dire entre les deux, eh bien j'aimerais un effet de cercle. Voilà. Les animations, donc ça on en a parlé rapidement. Possibilité d'intégrer donc des animations à la fois en entrée, en sortie, donc en sortie égale à la fin ici, mais également des notions de trajectoire avec des formes plutôt libres. Donc ça c'est un point intéressant par rapport à PowerPoint suivant les versions que vous avez aussi. Et donc, je l'ai évoqué rapidement, on avait un effet ici d'apparition, voilà on le voit puisque du coup on a un petit astérisque, et bien je vais pouvoir faire mon pinceau, donc reprendre l'effet d'apparition de ce personnage pour venir l'appliquer finalement sur ce personnage là, et on voit hop un petit pinceau, enfin une petite étoile qui vient d'apparaître. Donc j'ai reproduit les effets d'animation qu'il y avait sur le personnage précédent sur celui-ci. Notion d'affichage, on va pouvoir afficher donc les règles, les éléments, etc. Donc ça, je ne reviens pas je ne vais pas sur ce sujet-là. Reste donc du coup les éléments dont je ne vous ai pas parlé encore, qui est ce qu'on appelle toute la partie format libre, mais également la partie diapositive. Donc format libre, on y revient également dans la partie diapo. À ce moment-là, je vais aller sur une nouvelle diapositive, et sur cette diapo-là, eh bien, on va, puisque c'est l'intérêt aussi de la formation à distance, c'est d'intégrer des évaluations ou du moins des questionnements. Donc là en tout cas ce que j'ai pris c'est que des quiz notés, enfin des diapositives d'évaluation. Donc j'ai du vrai faux, du choix simple, du réponse multiple, hein, du texte à trous comme ceci. On retrouve voilà plusieurs activités types que l'on va pouvoir utiliser. Je vais prendre le zone de clic. Sur cette zone de clic, donc là l'outil m'ouvre un éditeur en quelque sorte. Donc j'ai ici saisir la question. Donc on va d'abord, avant de mettre la question, chercher une image, et donc pour aller chercher une image, on va retrouver normalement dans
On va prendre cette petite ville de souvenirs. Elle doit pouvoir rentrer. Voilà. Donc on a une carte avec plusieurs villes. Et là, on pourrait demander de situer Nantes. Voilà. La zone qui va être à cliquer, donc est-ce un rectangle, un ovale, etc. Mais il va surtout falloir la définir. Donc pour la définir, eh bien, je vais ici repositionner. Donc c'est pas toujours très simple hein, avec une telle taille, mais bien sûr on va pouvoir passer en affichage, donc là je suis en affichage formulaire, mais passer en affichage diapositive. Et à partir de là, eh bien on commence à avoir une zone qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus cliquable. Donc faut pas être, je dirais, avare en termes d'espace, hein, on va essayer d'être assez sympathique, ils peuvent prendre là comme ça toute la partie Loire-Atlantique. Donc les zones apparaissent, très très bien. Si mon utilisateur, et vous voyez ici apparaître des calques corrects ou un calque incorrect. Donc en fonction de la réponse donnée par l'apprenant, eh bien on lui dira bravo ou pas. Donc ça, c'est l'outil qui du coup va le générer automatiquement. Bien sûr, vous pouvez venir modifier le texte, mais problème, si vous voulez enlever, eh bien ces fonctions de ce fond qui ne vous plaît pas, par exemple. Eh bien, s'il ne vous plaît pas, vous avez la possibilité d'avoir un autre thème. À ce moment-là, on a celui-ci. Voire d'aller directement en cliquant sur modifier. Donc ça, c'est je dirais un avantage par rapport à Storyline 2. Si vous connaissez ou avez connu Storyline 2, eh bien, il fallait aller dans les masques des diapos, etc. Maintenant, ils ont rajouté un bouton qui s'appelle modifier depuis ici. Et à ce moment-là, vous avez la main pour venir spécifier et modifier directement votre calque. En tout cas avec l'ensemble des éléments. Donc là, le choix qui est fait, le calque qui est ici, et on peut déplacer tout ce que l'on souhaite, ou supprimer ce que l'on souhaite. Je referme. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose d'assez moderne, donc on va rester sur du comme ceci. Donc là, on a fait notre premier exercice. On va pouvoir aller chercher d'autres diapositives, donc noter non. Dans notre exemple, je vais en prendre d'autres, qui sont plutôt des enquêtes. Donc là, l'idée, c'est de questionner les utilisateurs sans pour autant les noter derrière. Donc on va retrouver des échelles de Likert, on va retrouver du positionnement des éléments, des réponses alphanumériques, etc. Et on pourrait aussi avoir ce qu'on appelle du format libre. Donc ça, ce sont des zones où là, vous pouvez totalement personnaliser les éléments. Exemple, sur une zone de clic, on a retrouvé les éléments. On va en créer une maintenant, pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. On nous redemande encore une fois une image, donc là, on va aller chercher la même, comme ceci. Et puis la zone qui est à dessiner, on va en faire un ovale. Potentiellement, il pourrait y avoir plusieurs zones, hein. Bien sûr, avec des points, une pondération différente également. Hop, et là la différence, donc vous le voyez, c'est que du coup la zone de question n'apparaît pas. Si je passe en vue, pardon, diapo, et que je montre, voilà. Donc on a la zone de question qui n'est pas là, c'est une première différence. Et je dirais qu'ensuite, le niveau de personnalisation, c'est que vous allez pouvoir ajouter autant d'objets que vous le souhaitez sur l'outil. Et vous allez retrouver, donc ça c'est sur les deux, soit l'un comme sur l'autre, la possibilité de, est-ce que je vais avoir ce qu'on appelle un feedback ou un retour auprès de l'apprenant en fonction d'une réponse donnée, ou par réponse. Donc là, pour l'identification de zone sur une image, c'est pas forcément intéressant. Mais si je prenais une autre activité, notamment diapositive, on va prendre un QCM. C'est très simple, mais en même temps c'est assez efficace pour expliquer cette notion. Je vais avoir, certes, ma zone de question, mais je vais avoir aussi une réponse 1, réponse 2, et alors, mes réponses, hein, mais toute logique serait proposition 1, proposition 2, proposition 3. Je dis quelle est la bonne proposition parmi celles-ci. Ensuite, on a une notion de feedback ici. Regardez la différence en bas. Il va se passer des choses. Si je viens dans, du coup, ma partie retour, non pas par question, mais par réponse. Vous voyez que, hop, automatiquement, il y a des choses qui ont disparu, et surtout, il y a des nouvelles qui viennent d'apparaître ici. Là, j'ai retour. Donc, quel va être le retour, ou le texte que je vais vouloir afficher, ou les informations, ou l'audio que je voudrais afficher, si l'utilisateur sélectionne la réponse 1. Même punition, si l'utilisateur utilise la réponse 2. Et ainsi de suite. Donc ça,
notion de retour, les réponses, donc, enfin, ce qui est une présentation de manière aléatoire des propositions, donc ça je vous le conseille, c'est plutôt intéressant. Est-ce que le score va par question ou est-ce qu'il va aussi par réponse? Donc je vais pouvoir pondérer en fonction de chacune de mes propositions ici un nombre de points. Donc par défaut, que ce soit la solution eSpring Suite ou la solution Storyline 3, eh bien chacune d'elles propose une pondération de 0 à 10 qui elle sera ensuite traduite eh bien, sur votre plateforme de formation en pourcentage. Donc voici pour les propositions. Et ensuite, le nombre de tentatives sur cet écran. Est-ce que je limite le nombre de passages sur cet écran? Voilà, on retrouve ces fonctions-là. L'affichage sous forme de diapo, après rien ne vous empêche de rajouter des éléments des propositions. Et là, ce que vous voyez, c'est que du coup, ma partie QCM, alors je vais pouvoir les modifier potentiellement ce qu'on appelle les états. Donc les états de nos boutons. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la possibilité avec un gros bouton vert de modifier les étapes. Bien ici, c'est exactement la même. Je pourrais dire que finalement, hop, on va aller dans format. L'idéal, c'est format plutôt. Eh bien, je vais pouvoir aller sélectionner les bullets que j'ai, enfin les bullets que j'ai envie d'avoir finalement en fonction des états. Donc quelque chose d'un peu plus gris ou quelque chose d'un petit peu plus marqué de noir comme ceci, puis on va être dans des teintes peut-être plutôt orange. Donc voilà la position normale. Quelle serait la position si on était sur du survolé? Donc là j'aurais plus ce filet peut-être bleu clair, mais on va être sur quelque chose qui sera peut-être, c'est un peu criard, bon en même temps ça permet de le voir correctement. Une fois que c'est cliqué, eh bien on va rester sur le même principe. OK. Par contre, on pourrait aussi avoir un, si j'ai cliqué, hop, grisé. Et enfin, le désactiver, ça y a pas raison. Et le sélectionner, ça va de soi, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, ici, on a personnalisé ces éléments-là. On va arrêter la modification des états. Et si je teste notre diapo, donc celle-ci, on va retrouver du coup les modifications qu'on y a apportées. C'est si je me... Alors, j'ai personnalisé qu'une seule proposition, j'aurais dû copier-coller l'effet de style. Hein. Mais au moins, c'est pour vous le montrer. Et voilà, donc là, j'ai sélectionné mon élément. Et si je clique dessus, vous voyez, ça devient gris. Je relâche. On a des effets qui changent en fonction des actions et des clics. Voilà pour les quelques diapositives que l'on a. Bien entendu, souvent à la fin d'un questionnaire, eh bien, c'est pas mal d'avoir la notion de résultat, en tout cas de restituer aux stagiaires finalement le résultat des diapositives. Alors soit on a une diapositive de résultat noté, soit une diapositive de ce qu'on appelle d'enquête, donc merci d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions, soit quelque chose de vide et c'est vous qui allez le remplir. Alors, parfois un peu compliqué de partir d'un écran vide et de le remplir. Donc, si vous êtes plutôt dans l'idée de questionner les stagiaires, eh bien voilà. Et puis, quelles sont les activités sur lesquelles vous allez questionner, enfin, restituer les informations. La diapositive va soit calculer les résultats par question, soit en fonction d'un nombre de diapositives de résultats qui auraient été sélectionnés. Donc, là, on va rester sur les questions sélectionnées. Et puis, quel est le score de validation de notre questionnaire? Est-ce qu'il y a un temps minimum requis? Donc, enfin, voilà, 60 minutes. Après 60 minutes, le temps est écoulé et après, c'est terminé. L'utilisateur ne peut pas aller plus loin. Donc, voici. Et vous voyez qu'après, eh bien, on a donc ce qu'on appelle ici des variables qui permettent d'afficher et restituer les informations telles que le score en pourcentage obtenu par l'utilisateur et le nombre de points en dessous. Et pareil, quel était le score à atteindre, donc à savoir 80%, quel était le nombre de points à avoir. Bien, c'est des calculs qui sont faits en fonction du nombre de diapositives et de la pondération qu'il y en aura derrière. On va retrouver encore nos états et tout ceci, on va pouvoir le modifier. L'outil vous permet également d'ajouter ce qu'on appelle des banques de questions. Donc, si vous avez une quantité assez importante de questionnaires, eh bien, vous allez pouvoir profiter de cette bibliothèque et d'intégrer tout ceci à l'intérieur pour, à la fin, venir piocher peut-être une dizaine de questions dans un module, hop, les injecter et le travail est fait. Enregistrement d'écran. C'est assez simple, hein, c'est de la capture d'écran comme on l'a évoqué. Pour la partie création, donc on retrouve la possibilité également de, sur cette diapositive-là, hein, bien entendu, eh bien, d'ajouter un bouton imprimer qui permettrait donc du coup à l'utilisateur eh bien d'imprimer finalement ses résultats. Hop, voilà. Donc chargez-vous après d'ajouter, je dirais en quelque sorte, les effets, hein, les codes couleurs qui vont bien. Et puis donc c'est là où on retrouve en gros nos variables
parce que c'est toujours un peu compliqué de retenir que le pourcent results, point passe, pourcent, etc. correspond à une valeur. Donc dans Storyline 3 notamment, eh bien on retrouve du coup ces variables que l'on peut appeler directement, ou après vous posez des questions sur les sites internet et autres éléments et vous aurez des réponses, notamment sur le blog Rapid Learning qui est animé donc du coup par des équipes francophones notamment. Alors, l'outil vous propose des fonctions de vérification, de mise à jour, bien entendu, donc il en sort assez souvent là depuis la sortie de Storyline 3. Moi je vous conseille de les installer puisque du coup ça embarque souvent bien des corrections de problèmes techniques, mais aussi des évolutions et puis du coup l'équipe est assez active en tout cas sur le sujet. Ce que l'on n'a pas vu, c'est comment eh bien exporter le contenu pour le mettre en ligne sur une plateforme de formation. Eh bien c'est assez simple. Il suffit de publier notre contenu en lui spécifiant un titre, une description éventuelle. Quel est le format d'export? Est-ce que je vais faire un export web? Est-ce que j'utilise le Articulate Online qui est la plateforme de formation Articulate? Ou est-ce que j'ai une autre plateforme, une propre plateforme qui est la mienne? Et à ce moment-là, du coup, je vais pouvoir spécifier quel format je vais exporter. SCORM 1.2, 2004, AICC ou du Timcan XAPI. Si je prends du SCORM 2004, on peut aller voir et modifier certains paramètres. Je rentre pas dans le détail volontairement. Et ensuite, on fait publier pour que l'outil en fait nous génère un fichier zip que l'on pourra ensuite importer sur notre plateforme de formation. Après, si vous n'avez pas de plateforme de formation, je vous invite à prendre contact avec un éditeur ou éventuellement avec nos équipes pour du coup vous aider, vous conseiller et voir vous commercialiser un de ces outils. Fichier zip, donc là on retrouve notre export, on va pouvoir valider hop, en faisant enregistrer et à partir de là je pourrai rouvrir pour aller rechercher facilement mon point zip. Il est là. Et c'est ce fameux fichier zip que je vais pouvoir importer à un moment donné sur ma plateforme de formation. On n'en a pas parlé non plus, c'est la partie personnalisation du player. Donc, si je reviens dans ma story view, et donc du coup que je viens ici sur la fonction lecteur, eh bien, on l'appelle player dans notre jargon du e-learning parce que du coup il s'appelle Storyline Player, mais c'est vrai qu'avec un côté un peu plus francophone, je devrais dire le lecteur Storyline. Donc du coup on est sur le lecteur Storyline, et là on va pouvoir dire eh bien ce que je veux afficher, potentiellement un glossaire. Donc, on voit que petit à petit ça génère notre élément. Notre zone commentaire que l'on avait tout à l'heure, eh bien pourrait être associée aussi. L'utilisateur à ce moment-là voit les retours. Est-ce qu'on ajoute des ressources également? Si oui, eh bien on peut aller associer soit des URL, soit des fichiers. Dans le glossaire, il faut mettre les mots, c'est une bonne idée. En tout cas, on vient pouvoir ajouter des termes et des définitions en face. Et ensuite, on va pouvoir modifier les couleurs et les effets de chacun de nos éléments. Donc là, on va retrouver des modèles prédéfinis. Est-ce qu'on est sur quelque chose de plutôt argenté ou plutôt orange? On a mis un petit peu d'orange, là c'est un orange sanguine un petit peu. Je vais essayer d'être sur quelque chose qui soit peut-être un peu plus épuré. Et ensuite, on a une notion d'étiquette. Donc c'est l'ensemble des mots que l'on retrouve dans notre player, lecteur. Vous voyez par exemple ici il est écrit prec. Alors presse, c'est un petit peu dommage. Moi je me dis mes équipes non, elles ont besoin, hop là, d'avoir des termes corrects. Et bien là je vais plus avoir prec, mais je vais avoir un bouton qui va s'appeler précédent. Donc du coup j'estime devoir faire ça. Donc c'est fait. Et ensuite j'ai les autres options. Donc on va pouvoir venir spécifier sur le lecteur. Donc, on peut en ouvrir, on peut enregistrer le lecteur et l'exporter aussi pour après l'utiliser ailleurs pour l'importer. Mais sur notre lecteur, toujours sur nos couleurs, puisque du coup je ne l'ai pas modifié, on va avoir la possibilité d'afficher ce qu'on appelle le nuancier de couleurs avancé. Pour que, par exemple, la barre de volume qui est ici, eh bien je vais pouvoir le background, donc le fond, on va pouvoir le changer pour vous montrer qu'il y a des choses qui changent. On va aller également changer le border, le summed, hop, en mettant orange. Et puis inner, le inner, on va le changer avec un petit orange comme ceci. Voilà. Et c'est là où, hop, tester ma diapo.
on devrait avoir notre bouton qui... Donc on voit que le prec est devenu précédent, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Et on voit que nos éléments ont commencé à changer de couleur, ici sur notre bouton. Voilà. Donc maintenant vous avez en main, je dirais, à peu près tous les éléments qui vont vous permettre une première et là, prise en main, finalement, de l'outil Storyline 3. Si vous avez que Storyline 2, l'outil est assez proche de la version Storyline 3. Je ne l'ai pas évoqué non plus, c'est les propriétés des diapositives quand vous les sélectionnez, quand vous êtes dans la Story View. Eh bien, c'est la partie navigation des diapositives et des gestes. Donc, quand on entend balayage, c'est le balayage d'un doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire précédent ou suivant. Donc, on peut autoriser ou non le balayage. Donc, ça veut dire que si je n'autorise pas le balayage, les utilisateurs ne pourront passer qu'à la suite qu'en appuyant sur les boutons précédents ou les boutons suivants. Voilà. Vous savez tout. Maintenant, à vous de jouer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'ensemble de l'équipe DigityConcept est là pour vous accompagner, vous former et vous aider à produire vos premières ressources, le cas échéant. À très bientôt.